Comment faire de l'intelligence économique une priorité naturelle? Pour aborder le sujet, deux expressions sont capitales à mon avis. Souveraineté et guerre économique. La souveraineté, c'est un mot par définition politique, mot inventé au XVIe siècle par Jean Bodin. Souveraineté, c'est le fondement même de l'histoire de l'État. La souveraineté, c'est l'absence de dépendance. La France a perdu sa souveraineté monétaire de son libre choix à l'issue d'un référendum. La France a perdu sa souveraineté juridique, même s'il faut nuancer l'idée que 80% des lois viennent directement de l'Union européenne. La souveraineté militaire de la France est sujette à caution, dans la mesure où nous sommes pleinement intégrés à l'OTAN. Il faut, à mon avis, donc parler de souveraineté au pluriel et d'évolution de ces souverainetés. On emploie aussi l'expression souveraineté numérique. En fait, il s'agit des souverainetés soumises à l'épreuve du numérique. Alors à ce sujet, j'avais organisé le 27 juin 2017 une journée sur la souveraineté numérique à Sciences Po. 27 intervenants le 27 juin, d'horizons très variés, et j'invite l'auditeur de cette vidéo de se rendre sur le site Traghetto, sur le problème de souveraineté numérique, et également sur le site de Forum Athéna. Souveraineté et guerre économique. La guerre économique, le terme a été longtemps tabou. L'association de la guerre et de l'économie est considérée comme incongrue. La guerre économique, le premier à en avoir parlé, c'est Bernard Eisenberg, qui était conseiller industriel de Georges Pompidou. Et il a rédigé un ouvrage sur la guerre économique. Mais l'inspiration libérale des gouvernements de droite et aussi de gauche, qui se sont succédés depuis une trentaine d'années, ont mis sous l'été noir cette notion de guerre économique. La guerre économique, elle est pourtant mieux maîtrisée par nos principaux concurrents qui n'ont pas renoncé, eux, à être des puissances. Le 9 novembre 1989 voit la chute du mur de Berlin. Et puis, en 1991, la chute de l'Union soviétique. Et à ce moment-là, beaucoup d'observateurs ont cru que le monde était enfin unifié. Ils ont cru, dans cette période de libre circulation des hommes, des capitaux, des idées, des technologies, ils ont cru qu'allait se constituer naturellement un monde idéal, un monde dominé par l'économie garantissant la paix et la prospérité. Et c'est l'époque des prédictions un peu hasardeuses de Francis Fukuyama, qui écrit en 1992 son célèbre livre « La fin de l'histoire ». Il théorisait l'idée selon laquelle cette époque devait être celle de la fin des idéologies, la fin du politique, la fin des États, la fin des souverainetés, la fin des frontières, et donc la domination de l'économie par la réconciliation des forces productives décrites par Marx. Il s'agit en fait d'un vieux rêve. Et puis, il y a eu, quelques années plus tard, un livre en quelque sorte en réponse. Ce livre a été écrit par Samuel Huntington, qui a été professeur à Yale et à Harvard, sous le titre « Le choc des civilisations ». Et Huntington a dit d'ailleurs qu'il a eu le 11 septembre 2001 la vérification par l'horreur de ses prédictions. Alors pourquoi je vous parle de Francis Fukuyama et de Samuel Huntington? Eh bien, parce qu'ils révèlent, les deux, avec une optique diamétralement opposée, le caractère fondamentalement tragique de l'histoire. En fait, on ne peut pas parler d'économie sans se référer à des valeurs
à des structures permanentes qui assurent la cohésion des sociétés, voire la cohésion des civilisations. Et ces structures, ce sont les États. Alors par ce chemin, nous entrons dans la question qui nous préoccupe dans le domaine de l'intelligence économique, c'est le patriotisme économique. En histoire comme en littérature, les mots sont des pistolets chargés. La notion de guerre économique est une notion restée longtemps taboue, je le disais précédemment. On parle plus facilement de guerre commerciale, de guerre monétaire, de guerre technologique. J'ai créé en 1998 un cercle sur l'intelligence économique au MEDEF Clichy-Levallois-Neuilly. Cercle que j'ai animé seul pendant 3 ans. Et puis avec Louis Ozer, le président de ce MEDEF, nous avons fondé le cercle d'intelligence économique du MEDEF Paris. Et nous avons fait appel aux experts français du sujet. Et durant des années, j'ai coordonné ce cercle et animé avec mon ami Thibaut du Manoir de Juillet, avocat, un atelier sous le titre « L'intelligence juridique ». 1998. Mais 4 ans avant, en 1994, la documentation française publiait le rapport « Intelligence économique et stratégie des entreprises », appelé communément le rapport Martre. Henri Martre et Philippe Clerc, que je rencontre assez fréquemment, étaient présidents du groupe de travail, Christian Arbulot, un ami également qui a créé l'école de guerre économique, était conseiller et Philippe Baumard en était le rapporteur. Pour finir, le rapport avance 4 propositions. 1. Diffuser la pratique de l'intelligence économique dans l'entreprise. 2. Optimiser les flux d'informations entre le secteur public et le secteur privé. 3. Concevoir les banques de données en fonction des besoins des utilisateurs. 4. Mobiliser le monde de l'éducation et de la formation. Mais quand on réfléchit, en fait, le rapport Martre, il aborde les questions de veille et d'influence. Mais il ne pense pas vraiment à des scénarios de guerre économique. Je l'ai dit précédemment, avec quelques pionniers du cercle d'intelligence économique du MEDEF Paris, nous avions évoqué cette guerre économique. Et nous n'avons pas été entendus. Une anecdote. J'avais été reçu par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et entre autres éléments de conversation, au sujet de la guerre économique, il m'avait dit « Vous voyez le mal partout ». Nous avions raison trop tôt. Et puis plus tard, il y a eu l'affaire Snowden. Avec l'affaire Snowden, on découvre l'ampleur de l'espionnage américain, l'ampleur d'un espionnage politique et industriel, pas seulement au détriment des ennemis de l'Amérique, mais aussi au détriment des amis de l'Amérique. La France et l'Allemagne, pour ne citer que ces 2 pays, ont subi cet espionnage politique et aussi cet espionnage industriel. C'est l'affaire des révélations par son ex-consultant, Edward Snowden, sur la surveillance mondiale de l'Agence nationale de la sécurité américaine. Espionnage politique et aussi espionnage industriel. Comment faire de l'intelligence économique une priorité nationale? La plus grande ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est de Charles Baudelaire. Les expressions guerre économique et patriotisme économique, même si elles doivent être replacées dans un contexte de relation avec nos partenaires européens, ce qui n'est pas si simple, eh bien ces expressions malgré tout ont du sens. En fait, il s'agit de la défense et de la promotion de nos intérêts dans le respect du principe de réciprocité. Ce terme de réciprocité a été longtemps, lui aussi, tabou dans le vocabulaire de la Commission européenne. Nicolas Sarkozy a été le premier chef d'État à l'utiliser, l'imposant
en quelque sorte, à l'époque, à la Commission européenne. Quand on parle de guerre économique, de réciprocité, ça veut dire qu'on entre dans un bras de fer. Et non seulement avec nos adversaires traditionnels, mais aussi avec nos alliés naturels. Autre tabou, la notion d'entreprise nationale. Quand je fais une conférence, souvent au moment des questions, une personne dit « Monsieur, à l'ère de la mondialisation, qu'est-ce qu'une entreprise nationale ?» Je ne le dis pas, mais je pense, voilà la question bateau par excellence. Alors, moi je pose la question, est-ce que c'est une mauvaise idée? C'était une mauvaise idée de la part d'un groupe de 200 parlementaires, du Parti communiste à l'UMP, de se mobiliser en 2011 pour faire en sorte qu'Air France achète des Airbus plutôt que des Boeing. Alors, l'entreprise française n'aurait pas de sens. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Rappelons-nous des entreprises françaises qui ont été boycottées par les Américains au moment de l'option diplomatique prise par Jacques Chirac, au moment de la décision de ne pas intervenir en Irak. Elles ont été boycottées, nos entreprises françaises, et en particulier même Sodexo, pourtant intégrées à la culture américaine et notamment gastronomique, si on peut employer le mot. Autre tabou, l'entreprise stratégique. Alors, dans la conception libérale classique, il n'y a pas de segment d'activité stratégique, c'est-à-dire la géostratégie. Le marché serait unique. En fait, il y a des secteurs d'activité stratégique, par exemple la défense, l'aéronautique, le spatial, les secteurs civilo-militaires, l'énergie et plus récemment les technologies des télécommunications. Depuis la naissance et le développement rapide et puissant des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, nous avons bien compris que ces entreprises posaient un problème politique, économique, social et même philosophique. Sécurité de l'État, mise à mal, sécurité des affaires et des entreprises, sécurité et protection de la vie privée, ces trois sujets sont intimement liés. Ils sont remis en cause par des entreprises privées, faute de stratégie politique en réponse. Des secteurs et des sujets stratégiques. Et à côté des secteurs stratégiques, il y a aussi des métiers stratégiques. Les Européens n'ont pas su constituer des cabinets d'avocats à dimension mondiale ou européenne. Jamais. Même chose pour les cabinets d'audit et d'expertise comptable. J'ai commencé ma carrière, et j'étais, assez plusieurs années, le collaborateur d'un des plus grands commissaires aux comptes de Paris, Gonzague Loras, au BEFEC, Francis Lefebvre. Eh bien, le BEFEC a été repris par PricewaterhouseCoopers. Même chose dans le domaine de la certification et de la normalisation ou du courtage en assurance. Dans tous ces métiers, dans tous ces secteurs, pourtant, transitent des informations sensibles. Et jamais les Européens ou les Français n'ont cherché à créer des mastodontes nationaux, à la différence des anglo-saxons qui l'ont fait. Souveraineté, guerre économique, entreprise nationale, quand j'emploie ces mots en conférence, il est arrivé que des participants me disent « Vous êtes colbertiste ». Eh bien oui, et pourquoi pas? Je suis fier d'être colbertiste. Colbert a installé des comptoirs dans le monde entier, il a exprimé la puissance et l'ambition française. On voit donc, face à ces tabous, qu'il faut avoir le courage de construire une politique audacieuse, d'autant plus que nous avons du retard face à la montée en puissance des puissances.